troisième et dernière partie du Politicien nous a rejoint sur le plateau Emmanuel Kounzoumouami, analyste économique et politique. Bienvenue à vous. Merci de votre accueil. Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Franklin Tavares, philosophe, et de Alain-Jules Meignier, journaliste et diplomate. 79 candidats briguent la magistrature suprême au Nigeria. C'est le nombre de candidats le plus élevé à une élection présidentielle dans le pays. L'opposition aussi présente divisée. Pourtant, l'un des concurrents au président sortant apparaît comme son principal adversaire. Il s'agit d'Atiku Abubakar qui représentera le Parti démocratique du peuple. Écoutez Stanley Azuakola, fondateur et directeur exécutif du journal Civic Monitor. Generally, just the reason why there is a lot of support for him right now is because of how people feel. De manière générale, la raison pour laquelle le candidat du PDP est beaucoup soutenu en ce moment est la réaction des gens à propos de la performance du président Buhari lors de son mandat. Beaucoup de personnes pensent que le président n'a pas été à la hauteur, alors ils se tournent vers Atiku Abubakar. Mais en tant qu'individu, il ne génère pas beaucoup d'enthousiasme. Les gens ne sont pas spécialement emballés à l'idée de voter pour lui. Ils ont juste le sentiment que de tous les candidats en lice, c'est celui qui a le plus de chances de battre le président Buhari. Bien sûr, les gens se souviennent de toutes les allégations de corruption autour de lui. Ils se souviennent de toutes les choses négatives auxquelles Atiku a été mêlé. Mais ils pensent qu'il a la capacité de faire mieux que le président Buhari. Parce que l'une des critiques formulées à l'encontre du président est que l'économie a été très mauvaise et qu'il n'est pas pro-business et ni très ouvert au secteur privé. Alors qu'Atiku a dirigé des entreprises prospères, donc ils se disent qu'il est favorable au développement du secteur privé qui permettra de stimuler la croissance économique du pays et d'aider à créer des emplois et réduire le chômage, ce qui est un gros problème pour beaucoup de Nigérians. Private sector to drive economic growth in the country. So and help create jobs, which is a big issue for a lot of Nigerians. Emmanuel Kounzoumouami, d'après vous, Atiku Abubakar, c'est une véritable adhésion ou c'est un choix par défaut? Ça peut être les deux à la fois. Les deux, pourquoi? Parce que Muhammadu Buhari, qu'on le veuille ou non, il a pris le pays dans l'état où il était, c'est-à-dire un pays complètement désœuvré, un pays qui était aussi miné par les corruptions, mais ça c'est vieux, depuis plus de 40 ans que le Nigeria est miné par les corruptions. Donc c'est un pays qu'il a essayé de redresser avec les moyens qu'il avait, avec une expérience qu'il avait en plus d'avoir été président entre 83 et 85. Donc c'est un ancien militaire reconverti en civil, c'est arrivé au Olusegun Obasanjo, donc c'est pas une première pour le Nigeria. Donc, on dirait que c'est un homme qui, quand même, malgré tout, a su asseoir la sécurité au Nigeria, ce qui était important. Maintenant, est-ce que c'est par défaut? Je dirais oui, parce que aujourd'hui, Muhammadu Buhari est un homme qui a plus un certain âge, qui est souvent malade, qui n'est pas encore vraiment en grande forme pour poursuivre pendant un mandat de 5 ans. Donc, c'est trop long pour lui. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité de prendre Atiku dans la situation actuelle? C'est à défaut de mieux. Je pense que quand on arrive à des concours entre des personnes septuagénaires, donc ce serait pour faire septuagénaires, le président Muhammadu Buhari plutôt que par adhésion à la personne d'Atiku Abubakar. Ce n'est pas une adhésion. Le Nigeria est un pays jeune. Il faudrait peut-être que les Africains commencent à se poser la question sur l'avenir de ces pays. Entre deux septuagénaires, ce n'est pas réellement qu'on construit l'avenir avec ça. Donc Atiku, oui, c'est à défaut de mieux. À défaut de mieux. Je dirais si j'étais... ceci dit, il n'est pas seul. Il y a d'autres candidats derrière. Hein, alors c'est celui qui se démarque. Aujourd'hui, il se démarque, oui. Mais vous savez, lorsque Muhammadu Buhari s'est présenté, il se présentait en disant, et à titre personnel, même s'il était du parti APC, mais il ne se présentait pas comme réellement en ancien politique en tant que tel. Il se voulait toujours un homme neuf. Atiku a besoin aussi de se présenter comme un homme neuf, même si c'est un homme qui est présenté par le PDP, mais il faut qu'il se présente comme un homme neuf. Il ne l'est pas. Parce que son passé, malheureusement, ne mérite pas vraiment sans faveur. Alors justement, Pierre-Franklin Tavares, Atiku Abubakar a déjà été 3 fois candidat à la présidence, donc il n'est pas du tout neuf, justement. Mais pourquoi pourrait-il réussir cette fois? Qu'est-ce qui changerait par rapport aux précédentes candidatures que... Je vais sans doute me tromper, mais je ne crois pas qu'il réussisse pour 3 raisons. La première, c'est que je trouve qu'il est plus usé que le président Buhari. Plus usé parce que, vous savez, quand on confie les clés d'une nation à un individu, il faut que la probité soit là.
Et avec lui, ce n'est pas une affaire acquise. Il y a des propos qui n'ont pas été probants, mais tout le monde sait que le cheminement est un peu compliqué. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur sa richesse personnelle. Troisièmement, j'indiquerai 3 éléments d'information. La première, c'est qu'il est pro-secteur privé, et cela, jusqu'à présent, il n'y a pas d'exemple véritablement réussi, qui plus est au Nigeria, où l'État doit être véritablement le contrepoids. La deuxième chose, c'est qu'il arrive récemment de l'APC. Il y a à peu près un an et demi qu'il a quitté l'APC. Il est vrai qu'il vient avec dans ses bagages beaucoup de cadres, beaucoup de hauts élus. Mais troisièmement, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il ne me semble pas qu'une majorité de Nigérians croient à une promesse telle qu'il a déclinée, dont j'ai rappelé les 2 points principaux tout à l'heure, 3 millions d'emplois créés par an, donc ça fait 15 millions sur une mandature, et en même temps une réduction de près de 50% de la pauvreté. Ça, je pense que ce sont des éléments qui ne peuvent pas crédibiliser un candidat. Et donc, si le peuple a du bon sens, il ne va pas le suivre. Maintenant, après tout, les décisions sont souveraines. Le peuple verra, il votera comme il veut. Alain-Jules Meignier, alors Pierre-Franklin Tavares disait qu'il n'apparaît pas crédible, qu'il est aussi trop axé sur le secteur privé. Pourtant, on le dit plus moderne, plus ancré dans le monde des affaires que Mouhamadou Bouhari. Ça ne peut pas justement être en sa faveur, ça ? Ben écoutez, justement, ça joue énormément en sa faveur. D'ailleurs, ses supporters, à travers le Nigeria, parlent du nouveau Trump. Donc il a des slogans dans le style Trump. Il va mettre le Nigeria au travail. Il va mettre le Nigeria au travail, Nigeria first, bien évidemment, etc., etc. Bon, son succès comme homme d'affaires joue en sa faveur. C'est indéniable. Par conséquent, quand un homme comme ça, même si c'est un démagogue, parce qu'on sait très bien, il a des promesses qu'il ne pourra jamais tenir, quand on maîtrise juste un peu la configuration nigériane. Mais il le dit comme ça. Et vous savez, quand on dit le peuple, c'est-à-dire quand il arrive dans un stade et fait ces déclarations-là, les gens adhèrent. Ah oui, voilà. J'ai vu une vidéo récemment lors d'un de ces meetings, mais c'est énorme, c'est-à-dire l'enthousiasme que les gens ont, et même si vous allez sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que est-ce que ce sont les mêmes gens qui assistent au meeting de Bouhari, parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand il y a une campagne électorale comme au Nigeria actuellement, ce sont souvent les mêmes gens qui assistent au meeting des autres et chantent ses louanges, etc., etc. Donc, mais je crois personnellement que il ne pourra pas forcément réussir. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Tavares, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire que je vais réduire le chômage. Quand c'était 1 million de chômeurs par an, je crois, ou 3 millions, voilà. Ça veut dire quoi, c'est pas un programme sérieux qu'il présente? Non, soyons sérieux. C'est vrai que c'est le privé qui crée des emplois, c'est pas l'État. Mais quand on voit le secteur privé nigérian, il est pratiquement... bon, peut-être que je me trompe, on verra bien s'il est élu. Mais 3 millions de chômeurs par an au Nigeria, ce n'est pas possible. Voilà. Emmanuel Kouzouami, oui. Ceci dit, je pense quand même, malgré tout, que le tissu militaire nigérian est usé. Depuis 1966, pendant 30 ans, c'était les généraux au pouvoir. Il y a eu Bouhari qui a fait la parenthèse d'un mandat, mais il a été destitué par un coup d'État militaire. Du même d'ailleurs Mamadou Bouhari, au passage. Donc il faudrait peut-être recycler le système politique nigérien. Le recycler par les hommes d'affaires, je dirais pourquoi pas. Alors, ce que vous dites à propos du chômage au Nigeria, c'est un fait. Le Nigeria, si vous comparez avec les 3 pays qui sont en concurrence en Afrique, au savoir l'Afrique du Sud et l'Égypte, les deux sont loin en avance par rapport au Nigeria. Le Nigeria, c'est une fausse puissance économique. Parce qu'il n'est puissance que grâce au pétrole. Vous enlevez le pétrole, il n'y a plus rien au Nigeria. Donc ça, c'est une difficulté que ce pays a conservée pendant des années. Donc on a besoin des gens qui arrivent au pouvoir avec un programme économique solide. Si maintenant Atikou Abubakar arrive avec un programme économique, alors il y a toujours un parti démagogique. Quand vous êtes candidat, vous pouvez promettre la lune et le soleil avec. Bon, voilà, c'est possible. Mais le Nigeria a besoin réellement d'un vrai programme économique. S'il est tenu par un homme d'affaires... Il veut privatiser, par exemple, la Société nationale nigériane des hydrocarbures. Par exemple, prenons une mesure comme ça pour être très concret. C'est pas pareil, il faudrait commencer.
Ce n'est pas par là qu'il faudrait commencer, parce que si je prends le pétrole, puisque la NPC, la Société nigériane de pétrole, c'est une société d'État, c'est l'État dans l'État. C'est une ancienne, je dirais, Banque Afrique ou Pompe Afrique pour les coups d'État militaires, pour la corruption au Nigeria. Effectivement, c'est le cœur même de l'économie nigériane. Mais privatiser les pétroles, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le Nigeria est encore le 6e exportateur de pétrole, mais premier producteur en Afrique. On a besoin des investissements publics pour créer des raffineries solides. Donc ça, c'est par contre quelque chose qui dépend de la puissance publique, donc de l'État, et pas des puissances privées. L'État peut utiliser les systèmes de partenariat public-privé pour le faire. Mais aujourd'hui, en gros, pour une raffinerie, il faut compter entre 42 et 50 milliards de dollars. Une raffinerie qui tourne, et ce ne sont pas les privés qui vont les trouver. Donc ça, c'est une fausse mesure. En revanche, qui se disent, qu'est-ce qui ne va pas? Concrètement, vous faites l'analyse. L'école ne va pas bien au Nigeria. Il faut d'abord envoyer les enfants à l'école. Ça, c'est l'État. Ça, c'est pas le privé. L'État manque d'infrastructures. C'est l'État et le privé. Donc, il y a l'État derrière. Le Nigeria manque d'industrie. On ne peut pas aujourd'hui créer une économie solide, d'un pays quel qu'il soit, sans passer par l'industrie. Or, le Nigeria n'a pas d'industrie, comparé aux deux autres pays. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire, en fait, que finalement, la privatisation ne réglera pas le problème. Non, il faudrait pas, je dis encore une fois, il faut peut-être que quelqu'un qui a conduit une société privée arrive au pouvoir avec des méthodes de résultats, d'ambition et pourquoi pas d'objectifs de type privé. Moi, je veux bien. Mais il faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible. Maintenant qu'il y ait des industries parallèles qui sont développés par le secteur privé, notamment de l'agroalimentaire. On ne peut pas être 3e producteur de cacao en Afrique, 4e mondial, n'est-ce pas? Après l'Indonésie, dont après donc la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie, il arrive en 4e position avec quasiment 10% de la production mondiale, et ne pas avoir d'industrie agroalimentaire correspondante. Pour une grande puissance économique au Nigeria, je veux dire, c'est une erreur même économique. Autrement dit, pour résumer ma pensée, oui, il faut un homme d'affaires qui connaît le fonctionnement d'une entreprise pour relancer l'économie du Nigeria, mais on ne peut pas commencer par des privatisations, notamment quand il s'agit des secteurs clés de l'économie nationale. Alors, sur cette question de la privatisation, déjà en tant que vice-président d'Olusegun Obasanjo, il avait dirigé Atiku Abubakar un conseil national pour la privatisation. Et c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, parce qu'une partie de sa fortune est supposée venir de cela. Donc, instruit par l'expérience, je pense qu'il faut plutôt s'en garder. Mais après tout, c'est les Nigérians qui votent. Moi, je suis extrêmement frileux parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu d'expérience aboutie en la matière. Je pense plutôt qu'il faut plaider pour un État fort. Le Nigeria est un carrefour de son destin. Il faut, et c'est probablement avec le Tchad, les deux pays qui peuvent nous, entre guillemets, nous éradiquer Boko Haram, premièrement. Donc, ça ne peut se faire que par un État puissant, par un État qui vend les bijoux de famille, qui vend les biens communs. Le pétrole, c'est cela. Et deuxièmement, il faut quand même, hein, j'ai rappelé tout à l'heure quand même les chiffres, 87 millions de pauvres. Hein, il faut faire attention, parce que tous les pays africains, y compris de la région, qui ont pris cette voie-là de la privatisation, n'ont fait qu'enrichir quelques-uns, renforcer les oligarchies en place et ont augmenté la pauvreté sur la base d'un accroissement de la dette. C'est pour ça que je suis très réservé sur la démarche de la personne, du candidat, et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi sur la personne. Je pense qu'il faut, quand on arrive à ce niveau-là, personne n'est tout à fait blanc, personne n'est totalement propre, mais quand même, il faut choisir toujours le plus propre parmi les candidats. Alors, j'aimerais quand même terminer sur une mesure en tout cas une promesse qu'il a annoncée à Atiku Abubakar il y a quelques jours là. Il a proposé, s'il est élu, d'accorder une amnistie aux personnes coupables de corruption qui accepteraient de rendre les fonds détournés. Alain Jules Meignier, on sait que le sujet de la corruption est très sensible au Nigeria. Comment cette proposition peut être accueillie? C'est vrai que la prison ne règle pas réellement les problèmes. Je me dis, moi j'adhère à ce genre de principe, ce genre de promesse, c'est-à-dire que si quelqu'un est pris la main dans le pot de confiture et que cette personne est arrêtée, peut-être jugée, et que la personne devant le tribunal dit, bon voilà, je vais rembourser peut-être une partie des revenus, moi je préfère que la personne rembourse,
que la personne soit mise en prison. Donc voilà, mais maintenant, pour revenir juste quelques secondes par rapport à cette promesse de la privatisation de la Société nationale des hydrocarbures au Nigeria. Donc il est soupçonné parce que vous savez qu'il fait aussi dans le pétrole. Alors les gens se disent, mais oui, avec tout son argent, finalement, s'il arrive au pouvoir et qu'il prend justement Abuja, comme on dit au Nigeria, s'il prend Abuja, il privatise cette société-là, il sera immensément riche parce que finalement, elle va lui appartenir. Ça veut dire quoi est-ce que son image, en tout cas, les soupçons de corruption lui collent toujours à la peau? Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne s'est pas enrichi de façon honnête. D'ailleurs, très peu de Nigériens, à part ceux qui ont gagné de l'argent à l'extérieur du Nigeria, mais ceux qui ont vraiment fait fortune au Nigeria, ils ont tous mis la main dans le pot de la ménagère. Mais enfin, c'est comme ça, c'est le Nigeria, c'est sa culture aussi. Mais pour revenir à cette question de la gestion privée, de la gestion privée, je pense malgré tout que ce Nigeria-là, l'État tout seul ne pourra pas développer ce pays. C'est impossible. Parce qu'il y a malheureusement des vieilles habitudes telles que l'État engage un projet, le projet n'aboutit jamais, l'argent de toute façon est dépensé entre-temps. Ça c'est la culture, on l'a depuis 30 ans, c'est comme ça. En revanche, il faudrait peut-être qu'il y ait une rigueur. D'abord de gestion publique, c'est indispensable, il faut passer par là. Ensuite, il faut que peut-être l'État commence à se poser la question sur la façon de mener des affaires avec les sociétés privées, mais sur des actions de développement industriel, je dis bien industriel, sachant que l'État doit garder le rôle clé de la sécurité publique, de l'éducation, de la santé, de les infrastructures. Les secteurs où le Nigeria est très très faible, malgré sa taille, malgré ses moyens. Mais il ne peut le faire que s'il ne privatise pas le pétrole. La privatisation en NPC n'est pas une bonne idée, ça je l'ai dit. Comme on ne peut pas privatiser les autoroutes, on ne peut pas privatiser la santé publique, non, il ne faut pas le faire. Parce que nous, en Afrique, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper en Afrique. Nous avons besoin des États forts pour bâtir les bases de développement. Sinon, on ne se développera jamais. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Pierre-Franklin Tavares, merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Kouzouami, merci également. Merci. Et Alain-Jules Meignier, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux politiciens. Restez sur Africa 24 et l'actualité continue.